L'émission C'est sur la route est une présentation spéciale de la députée de la circonscription de Salaberry-sur-Roi, Anne Mintoukouache. Nous remercions Desjardins Vaudreuil-Soulanges pour leur collaboration à la production de l'émission C'est sur la route. Bonjour, bienvenue à C'est sur la route. Cette semaine, on découvre le Cercle des fermières, l'artisan du terroir et on va au Théâtre de la Chapelle. Tout d'abord, une journée de sensations fortes à Arbraska, à Rigaud. Nous sommes présentement à Rigaud. Je m'en vais parcourir les parcours d'Arbraska. Bonjour, je suis avec Christelle. ton rôle exactement dans Arbraska, c'est quoi? Ici, je suis assistante gérante, donc ça fait 7 ans que je suis ici. J'ai été guide donc dans la forêt avec les groupes et maintenant, je suis vraiment plus à l'intérieur au chalet, donc faire les réservations, accueillir les clients, donc booker les fêtes d'enfants, faire les horaires et tout. Est-ce que tu préfères ça comme travail ou plus être dans le parc, vraiment sur le terrain? C'est sûr, comme des journées comme aujourd'hui, là, ça manque vraiment d'être dehors. Il fait beau, il fait chaud, puis là, moi, je suis à l'intérieur, mais les deux, c'est le fun. Là. J'ai eu tant eu de plaisir à l'intérieur qu'à l'extérieur. Puis quand les gens viennent ici, à quoi ils peuvent s'attendre? Quel genre de parcours on peut retrouver? On a des parcours autant adaptés pour les enfants que pour les extrêmes. Donc, ceux que c'est pas leur première fois, qui sont vraiment habitués, ils peuvent venir faire l'extrême, qui est la rafale. Sinon, ils peuvent venir ici faire les parcours débutants, intermédiaires. Donc, il y en a vraiment pour tous les niveaux. C'est vraiment pour tout le monde, qu'on soit... À partir de quel âge les gens viennent environ? À partir de 5 ans. Donc, nous, on tolère à partir de 5 ans. Sinon, ce qu'on offre, c'est des parcours rallye GPS pour les tout-petits. Donc, ils cherchent des animaux dans la forêt, mais ils peuvent pas grimper dans les arbres. Pour quelqu'un qui vient ici la première fois, là, un aventurier, c'est quoi les 3 règlements qu'il faut suivre? La règle d'or ici, c'est vraiment toujours rester attaché. On le répète et on le répète, c'est vraiment notre règle principale. Par la suite, c'est vraiment porter le casque en tout temps dans la forêt et je vous dirais ne pas courir dans les sentiers. C'est vraiment les 3 règles à respecter. Puis est-ce que les gens peuvent être rassurés en venant ici? Est-ce qu'il y a souvent des blessés? Pouvez-vous nous en parler? Non, dans le fond, il n'y a vraiment pas de blessés. Ce qui arrive, c'est que les enfants courent par terre puis s'enfargent dans une roche. C'est vraiment le plus gros. C'est quand même sécuritaire. Exactement. Ils sont toujours attachés. Les guides se promènent dans tous les parcours. Ils surveillent. Au début, ils ont environ 30 minutes d'initiation. Donc, nous, on leur explique vraiment toutes les règles de sécurité, comment ça fonctionne et à quoi ils vont s'attendre. Je te lance un défi comme ça, là. Oui. Est-ce que tu peux nous décrire en une phrase, c'est quoi Arbraska? Arbraska, je vous dirais que c'est vraiment comme la forêt des aventures. Donc, je mets les 2 mousquetons. C'est tout. Je peux embarquer. Tu me suis? pas comme une poulie d'habitude? Pas encore. Ok. Ça, c'est la tyrolienne. Ah oui, c'est vrai, OK. Mais non, ça va bien aller. Puis là, pour les plus téméraires, on peut bouger, on peut sauter, puis il n'y a vraiment pas de danger. Là, on est mieux d'aller sur le côté comme ça, pas Ouais. de face. C'est plus compliqué. Ouais. De ce côté-là, c'est plus simple pour les pieds. Jusqu'au bout. C'est bien chaud, là, ça. Puis moi, je peux aller un peu plus vite. OK. Donc, les mains, on fait un beau petit papillon. OK. Les 2 pouces ici, puis le reste des doigts, comme ça. OK. Donc, jamais, même si ça tourne, jamais les mains derrière, jamais les mains en avant. Puis, si tu regardes au bout, il y a une corde. On remet les 2 pieds devant, puis on attrape la corde. OK. Comme ça, Belle? Oui. Juste asseoir un petit bonhomme. Ça va donner un moins. Parfait. T'es prête? Bonne chance! Et voilà! C'est tout!
Commentaire? Ça fut très chaud, c'est ce que je peux dire. Mais non, c'était vraiment le fun. Vraiment le fun. J'ai aimé ça. Belle expérience. Tu te souviens du reportage avec le cercle des fermières? Ben oui, avec la petite fille Marguerite. Je suis présentement à la bibliothèque de Vaudreuil-Dorion et je m'en vais assister à un atelier de tricot et une exposition de courte pointe avec les fermières. Je suis présentement avec Christelle, l'une des organisatrices de l'atelier de tricot. Bonjour Christelle. Bonjour. Alors, en quoi ça consiste l'atelier de tricot? Donc, l'atelier de tricot, c'est une rencontre mensuelle pour le moment entre des fermières, du cercle des fermières de notre région et des gens, des citoyens, des gens de la région qui veulent apprendre à tricoter ou juste échanger. Ils peuvent déjà être au courant des méthodes, mais vouloir échanger sur leur passion. Et d'où c'est venu cette idée-là de créer l'atelier de tricot? On veut de plus en plus rendre la bibliothèque un lieu où les gens aiment se rencontrer, se déplacer ici, pas juste pour prendre un livre, mais aussi venir échanger, parler et échanger aussi sur des façons de faire, des connaissances plus techniques. Puis ça, c'était une très belle opportunité parce que les fermières sont très actives avec la ville de Vaudreuil-Dorion. Puis j'imagine que l'échange entre les fermières puis les personnes de la ville, c'est quand même assez intéressant à voir. Oui, on est content de faire un partenariat avec un organisme, puis aussi d'amener les gens de différentes familles, de différents niveaux d'âge, les familles, les gens qui sont un peu plus âgés à venir dans la bibliothèque pour partager, échanger sur un art qui peut se perdre aussi. Puis quels sont vos projets futurs pour cet atelier-là? On aimerait que ça soit une activité régulière, un peu comme nos activités sur les jeux de société qui sont un vendredi par mois. Donc, à l'automne, on aimerait qu'un vendredi par mois, tout le monde puisse venir faire du tricot l'après-midi et le soir, comme c'est le cas cet été. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Bonjour Monique. Bonjour Monique Martel. Alors, vous êtes fermière depuis combien d'années? Depuis 8 ans à Vaudreuil. Et puis, qu'est-ce qui vous a intéressé à devenir fermière? Bien, parce que j'aime faire beaucoup de travaux à la main, le tricot, la couture surtout, puis le tissage maintenant. Puis vous avez participé à la courte pointe? Quand on est allé monter les carrés individuels, j'ai participé à 3 carrés que j'ai apporté ma machine à coudre, puis on a cousu ça sur place avec d'autres fermières. Puis ça a été fait pour le centième, je crois bien, des fermières? Le centième de 2015. Puis est-ce qu'il y a d'autres fermières dans le Québec qui faisaient quelque chose comme ça? Ou... Oui, tous les cercles en faisaient une courte pointe. Nous, c'est la Fédération 13, mais toutes les autres fédérations en ont fait chacun une courte pointe. Qu'est-ce que vous allez faire avec cette courte pointe après l'exposition? Un concours, on vend des billets, puis elle va se faire tirer dans le courant de l'automne. Oui. Et puis, vous participez à l'atelier de tricot. Est-ce que vous aidez plusieurs personnes à apprendre à tricoter? Surtout pour le montage des mailles, parce qu'autrefois, on montait les mailles différemment. Puis là, on leur montre la nouvelle manière de monter les mailles. Puis la courte pointe comme celle-là, ça prend combien d'heures? On a fait, pour faire 3 carreaux, on a travaillé toute une journée, à peu près 6-7 heures, pour faire seulement 3 carreaux. J'ai tricoté avant d'aller à l'école. Ça va être égal des deux côtés, tandis que là, tu vas avoir une différence. Allô? Sœur, c'est quoi ton nom? Marguerite. Qu'est-ce que tu viens faire aujourd'hui? Je suis venue continuer mon foulard. Tu participes aux ateliers de tricot. Qu'est-ce qui t'a tenté là-dedans? Qu'est-ce qui t'a intéressé? C'est parce que j'étais venue à la bibliothèque, puis après ça, j'ai vu une affiche pour faire du tricot. J'ai commencé à en faire, puis après ça, j'étais allée chez ma grand-maman, puis je lui ai demandé de me donner des baguettes pour faire du tricot. Ta grand-mère faisait déjà ça un peu, fait que tu connaissais ça un peu? Ça va bientôt faire presque beaucoup d'années que ma grand-maman tricote. Wow, c'est beau. Qu'est-ce que tu aimes le plus là-dedans? J'aime ça beaucoup faire des foulards, des
des trucs qui servent beaucoup à faire des choses. C'est super. Merci. Bon tricot. Alors, bonjour Yvette. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, ça va très bien. Alors, j'aimerais savoir, vous, ça fait combien d'années que vous êtes fermière? En tout, ça doit faire 25 ans. Parce que j'ai rentré, j'ai sorti, j'ai rentré, j'ai sorti. Ça doit faire à peu près 25 ans. Et puis, qu'est-ce que ça vous apporte un peu l'atelier de tricot? Qu'est-ce que ça apporte comme échange? Je parlais tout à l'heure à Christelle qui organisait l'activité, puis elle disait que c'était quand même très intéressant de voir les plus jeunes ou les familles qui viennent vous voir, un échange d'apprentissage un peu, puis c'est quand même intéressant. Oui, cet après-midi, on avait une mère avec ses trois filles. Puis on a pris les quatre, puis les quatre ne savaient pas tricoter. Puis les quatre ont appris à tricoter après-midi, là. On trouvait ça bien intéressant. Qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte toutes sortes de choses. On apprend à travailler nos mains, on apprend à échanger avec les autres, on leur montre. J'aime ça. Puis, qu'est-ce qui vous passionne? Pourquoi ça vous a tenté de devenir fermière? Est-ce que c'est juste une envie de tricot? Est-ce que vous avez commencé jeune ou... Ben oui, j'ai commencé jeune, par exemple. Là. Les fermières, qu'est-ce que ça m'apporte? Ça me prend à tricoter, à coudre, à tisser, on fait n'importe quoi dans les fermières. Tout ce que je veux faire, je peux l'apprendre dans les fermières. Il y en a toujours une qui sait me montrer ce que je veux apprendre. J'ai appris le crochet, la broche, je l'avais appris avant, par exemple. Puis est-ce que vous avez participé à la courte pointe? Non. Puis est-ce que vous savez comment ça s'est fait ou vous n'êtes pas au courant? Est-ce que vous savez comment elle s'est faite ou oui? Pouvez-vous expliquer un peu le processus? Chacune prenait le morceau de tissu, la broderie était déjà imprimée, puis après ça, on le brodait autour de... Bon. Mais si c'était avant, par exemple, il fallait couper les morceaux on avait des patrons, là, couper les morceaux, les assembler à la machine ou à la main. Ça, c'est un gros travail. C'est de l'ouvrage à faire ça, tu sais, là. Après que tous les morceaux étaient assemblés, ça en faisait un carré comme ça, et on assemblait tous les morceaux entre eux. Après, la piquer, ça aussi, c'est très long. Mais c'est presque toujours la même personne qui pique, parce que ce soit piqué égal, puis la même personne pique toujours de la même façon. Bonjour! Alors, vos noms? Claudette. Alexandra. Et puis, comme je vois, vous êtes en train de vous aider pour tricoter. Vous êtes un peu Est-ce que c'est ton aide? Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne, les ateliers de tricot? Ou... En ce moment, c'est elle qui me mentor, qui me montre comment tricoter. On a commencé le tricot à l'endroit, un pouce à l'endroit. Là, on va faire 4 mailles à l'endroit, 4 mailles à l'envers. Voilà, on vient de commencer. Qu'est-ce qui vous passionne là-dedans, d'apprendre à tricoter ou de faire ça? Qu'est-ce qui vous prend? Pour apprendre on se fait des choses qu'on aime. Puis, moi, personnellement, j'aime faire des choses de mes mains. Il n'y a rien de mieux que le tricot. Et l'été passé, le Cercle des fermières avait fait une exposition de tricot au Parc Valois. Il avait fait comme des murailles de tricot autour des arbres. Donc, ça a un peu piqué mon intérêt aussi par rapport à ça. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'essayer, là. Merci. Tu te débrouillais quand même pas mal pour faire des beignes à l'artisan du terroir. Ouais, mais toi, tu te débrouillais pas mal pour les manger. Oh. Le métier de boulanger, moi, tu vois, j'ai appris mon métier pendant 5 ans. J'ai 2 ans de CAP chez un patron et après 3 ans de brevet de maîtrise. Et là, c'est quand même assez technique au niveau des fermentations, des levures. C'est quand même assez complexe. Même au niveau de la farine, pour les analyses que tu peux avoir. Parce que toutes les farines ne sont pas panifiables. Quand on appelle panifiable, c'est faire du pain ou de la brioche. Tu as des recettes qui sont vraiment... tu as des farines, je veux dire, qui sont vraiment impossibles à faire du pain avec. Donc les meuniers qui nous font la farine, eux aussi font beaucoup de tests. On sait qu'il y a des blés qui sont faits pour la farine, mais des fois, c'est une mauvaise récolte, une mauvaise saison, et ils sont obligés de faire des tests en laboratoire pour arriver à savoir si la farine va être panifiable ou pas. C'est assez complexe quand même. Moi, je sais qu'il y a 2 ans en arrière, on est allé, ils ont voulu faire de la source à la production. Et ils avaient emmené les boulangers dans les champs. J'ai conduit une moissonneuse-batteuse
pour ramasser le blé. Là, et puis il nous faisait voir comment que... nous, on a notre problématique, on veut une farine qui a de la force. Tu as vu comment que ça se passe? Faut que t'as vu quand on fait la boule, tu sens que la pâte elle a une force, donc ça prend un certain type de farine. On ne peut pas faire n'importe quoi. Et puis on demande à notre fournisseur qu'on veut une farine de force, on veut ci, on veut ça. Mais eux de leur côté ont leur problématique aussi. Pour arriver à avoir un blé comme nous on le veut, ça leur crée beaucoup de soucis pour le créer. Et là quand on avait été voir, on se rend compte que des fois on va chialer un peu, ouais ta farine elle est pas terrible. Mais en fin de compte, ils font ce qu'ils peuvent aussi de leur côté. Puis eux c'est pire que nous parce qu'eux ils dépendent de la nature. Nous une fois qu'on a notre produit, tu as vu, je maîtrise complètement mon produit. J'ai une grosse expérience derrière moi. Ça paraît facile à faire. Mais ça peut être complexe à faire un beigne. Mais eux, en plus de leur métier, ils dépendent de Dame Nature. Vous qu'il pleuve ou qu'il fasse soleil, vous pouvez les faire quand même, vos beignes. Des fois, ça va changer un peu parce que s'il pleut, il faut les faire cuire un peu plus parce qu'il y a de l'humidité dans l'air. Comme là, aujourd'hui, c'est orageux. Il vaut mieux les cuire un peu plus parce que sinon le beigne il va vraiment trop ramollir et se réécraser. Il va s'aplatir. Sinon les jours qui fait très sec, il faut cuire très très peu parce que le beigne va finir de sécher sur le marché ou au soleil. Je vais juste te prendre une plaque. Donc là je ne vais pas en avoir pour très longtemps à cuire le reste. C'est que tu vas avoir une partie de ton beigne qui reste blanc. Ça aide à faire le côté moelleux. Tu vas avoir un beigne croustillant sur les deux extrémités et très moelleux au milieu. Et tu vois, c'est ça qui est magique. On est toujours à l'écoute de la pâte. Toi, on la met quand elle nous dit quand elle est prête. C'est pas comme un industriel que tout est sur une chaîne et puis ça suit à une ligne, personne n'y touche. Là, tu vois, on a eu une période d'attente. Et à l'inverse, quand tu es un peu débordé, il faut que tu cours parce qu'elle ne va pas t'attendre. Si tu as beaucoup de choses à faire, quand elle est prête à cuire, il faut que tu la cuises. Si tu attends trop longtemps, ton beigne il est terminé. C'est une question de précision au niveau du temps. Ouais. On peut en laisser un qu'on laissera dehors, tu verras. Puis au bout d'un moment, le beigne, la levure a fait tout son effet dans le beigne. C'est-à-dire que la levure, pour être technique, elle aura mangé tout l'amidon qu'elle aura transformé en gaz carbonique. Ce qui fait que même si tu la cuis, elle n'a plus d'énergie à prendre dans le produit. Donc ce qui fait que le produit retombe. Et ça fait une galette. C'est toute une science. Ouais, c'est aussi la subtilité de notre métier. On travaille avec amour. Ton produit, et tu peux demander à quiconque, quand tu es stressé, que tu n'es pas bien dans ta peau, là, ça se ressent sur ton produit. Quand tu es vraiment à l'aise, que tu es heureux et que tu aimes ce que tu fais, ton produit il se ressent. Tu le maîtrises, tout va bien et tu as un beau produit. Okay. Oh, ça va être quelque chose. Le premier concours que j'ai gagné, c'était, je te dis, un sucre glacé à l'érable avec du bacon frais dessus. Oh. J'en ai fait aussi du chorizo. Et là, ça commence à me germer. Là, c'est peut-être pour l'année prochaine, je voudrais essayer d'arriver à faire des beignes salés. La même chose que ce que je fais là, on ne les sucrera pas dessus. Puis faire une pâte avec des saucisses. C'est la même texture, mais avec ou du jambon, du fromage. Ça fait 2 mois que ça me travaille, ça. Puis souvent, quand j'ai des idées, là, je me lève un matin. Et puis en 5 minutes, ma recette, elle est faite. On appelle ça l'inspiration. Ensuite, est-ce que vous considérez que votre travail est comparable à celui de l'artiste? C'est sûr que le métier de nos métiers, ça reste semi-artistique. On est toujours dans la création. Comme j'ai une amie qui fait des gâteaux de mariage, c'est jamais le même gâteau, il faut toujours qu'elle innove. C'est le goût que tu as dedans, toi, ça c'est la fameuse fermentation que j'expliquais tout à l'heure. On pourrait les vendre que nature. Ça reste bon pareil. C'est toi on a mis 3 heures à les faire. Si on avait fait, admettons des beignets tout mortons, que tu fais en une demi-heure, tu n'as aucun goût. Tu auras le goût de la farine, que là tu as vraiment le goût de la fermentation qui est à l'intérieur.
Alors, C'est sur la route repart avec sa fabrication de beignes et en plus une douzaine de beignes pour tous nos collègues. Ça s'appelle une belle visite bien chaleureuse. Il y a beaucoup de jeunes talentueux dans la région, hein? Effectivement, surtout ceux du Chêne Bleu. Je suis devant la chapelle du souvenir, à côté de l'église Sainte-Jeanne-de-Chantal, à Notre-Dame de l'Île-Perrot. Et on s'en va voir une pièce de théâtre montée par des étudiantes du Chêne Bleu. Je suis avec Stella Miner, présidente du conseil d'administration de la Fondation Sainte-Jeanne-de-Chantal. Bonjour, Madame Miner. Bonjour, monsieur. D'abord et avant tout, qu'est-ce que c'est la mission de la Fondation Sainte-Jeanne-de-Chantal? La mission de la Fondation est de conserver les monuments historiques et de faire, en somme, qu'on les garde vivants. En quoi le théâtre de la chapelle est en lien avec cette mission-là? Les pierres sont d'origine de l'ancienne chapelle qui avait été bâtie au début du siècle. Et on est en partenariat avec les élèves du Chêne Bleu dans le but de faire connaître l'histoire de notre région. Quels projets ont été mis en place depuis les débuts de la Fondation? La Fondation a pour but de restaurer, donc on a fait hommage aux familles pionnières. Ensuite de ça, on a restauré il y a quelques années la clôture du cimetière. Cette année, on a refait la structure de l'église extérieure pour la remettre à son état original. Et aussi, l'autre but, l'autre mandat est de faire connaître l'histoire des lieux ici. À quoi on peut s'attendre pour l'avenir de la Fondation? Des projets? Il y a toujours de nouveaux projets et comme on veut garder vivant notre passé, parce que notre passé est garant de notre avenir, alors à ce moment-là, la Fondation aura toujours un mandat pour faire connaître ce beau site qui est le patrimoine de Sainte-Jeanne-de-Chantal. Parlez-nous un peu du site maintenant. L'église a été construite à peu près à quelle époque? Disons que l'église a été construite dans les 1700 et au début, il y avait une petite chapelle qui n'était pas celle-ci. Donc, la première chapelle n'était pas sur le site ici, mais bien à l'emplacement près du vieux moulin. Mais par contre, le cimetière à flanc de montagne est le seul en Amérique du Nord. Il y en a un autre, mais en Europe. Donc, nous avons un site ici qui est unique, donc à faire connaître à nos gens. Et comme vous pouvez le voir, nous sommes sur les bords de la voie maritime et c'est un lieu enchanteur pour tous ceux qui veulent avoir un oasis de paix. Je suis avec les jeunes actrices du Chêne Bleu. Bonjour. Bonjour. Vos noms? Moi, je m'appelle Audrey. Laurence. Léonie. Charlotte. Enchantée, mesdames. Vous êtes étudiante en option théâtre? Oui, en études. OK. Parlez-nous un peu de votre programme et puis de comment vous êtes passée d'étudiante au Chêne Bleu à actrice dans la pièce. Ben, il y avait notre professeur, il y avait déjà quelqu'un qui avait fait ça. L'année passée, il y a des personnes qui l'ont déjà fait. Puis comment ça s'appelle? Les responsables, ils nous ont demandé de faire partie de la pièce parce que notre enseignante nous a recommandé parce qu'on avait du talent. Fait que... Est-ce que c'est votre première expérience sur une scène? Non, pas pour moi. Moi, ça fait 2 ans que je suis ici. Puis aussi, avec notre classe, on fait des spectacles au Grand Théâtre de la Cité des Jeunes.
Vous, dans la vie, est-ce que vous voulez devenir actrice? C'est pour ça que vous étudiez en théâtre? Ben pour ma part, ouais. Moi aussi. Moi, je voudrais, là, mais je suis pas sûre que ça serait possible. Ben moi aussi, là, je vais être dans le théâtre, mais peut-être pas actrice. Là. OK. Ben, des beaux projets, des belles ambitions. Parlez-nous un peu de la pièce. Qu'est-ce que ça raconte? Ben, ça raconte l'enlèvement d'une famille de Notre-Dame de l'île Perrot. Puis les autres habitants de Notre-Dame, ils ne savaient pas, ils se sont pas rendus compte, jusqu'à temps que le fils du père, ils s'en rendent compte. Et là, ça a été la panique là, dans le village. Vous jouez qui dans la pièce? Moi, je joue la femme du capitaine. Moi, je joue un enfant, Marie-Hélène. Moi, je joue la femme des loges. Puis moi, je joue le gouverneur de Montréal. Finalement, un petit mot sur la pièce. Comment vous en parleriez si vous aviez invité les gens à venir la voir? Bien, que c'est fait pour toute la famille, puis petits et grands peuvent comprendre la pièce. Puis il y a du suspense, puis les gens veulent savoir qu'est-ce qui va arriver, s'ils vont être délivrés, qu'est-ce qui est arrivé. Ben, fait que c'est... Puis s'ils veulent en apprendre plus sur l'histoire de l'île Perrot aussi. Oui, parce que c'est une vraie histoire aussi. Là. Bon, ben merci beaucoup, mesdemoiselles. Et puis félicitations. Merci. Imaginez-vous en 1747. Au bout de l'île, dans le secteur de Pincourt, une famille de pionniers habite près des rapides de Quinchien. De l'autre côté de la rivière, de rares habitants ont leur maison sur le chemin qui mène aux cascades et aux cernes. L'île Perrot compte tout au plus une quarantaine de familles qui fréquentent la petite chapelle de la Pointe du Nouvel. Au plus, 200 personnes. C'est déjà tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de C'est sur la route. Chaque semaine, sur les ondes de C'est sur la télé, voyez ou revoyez le match du dimanche des Mustangs de Vaudreuil-Dorion. C'est un rendez-vous pour tous les fans des Mustangs et pour ceux qui ne le sont pas encore. La soirée des Mustangs est diffusée à la télévision et également disponible sur le site c'estsur.tv. Ne manquez pas votre hebdo régional de Vaudreuil-Soulanges à chaque semaine. On parle d'environnement, culture et sport et on aborde tous les sujets d'actualité de la région. On vous attend donc sur les ondes de C'est sur la télé et sur la web télé c'estsur.tv. Cet automne, sur les ondes de C'est sur la télé, je sors du studio pour venir interviewer en tête-à-tête des personnalités de la région, ici même, au Faubourg de l'Île de Pincourt. Ne manquez pas Tête-à-tête, chaque semaine après votre hebdo régional sur les ondes de C'est sur la télé et la web télé au c'estsur.tv.